Eh bien, rebonjour et bienvenue toujours sur la mécanique universelle, sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son unification, vers sa perfection, son ultime perfection. Alors, de cette perfection, il y a l'unification totale de l'humanité dont nous avons déjà construit les structures au XXe siècle, l'ONU, l'UNESCO, l'OMS, etc. Toutes les structures pour fonctionner universellement sont constituées, les bases. Alors, pour l'instant, elles en sont encore à leur enfance, quoi. Mais par contre, ça va évoluer vers son ultime perfection, c'est-à-dire une véritable fraternité mondiale. Euh, voilà, la fin de l'évolution par antagonisme pour passer à une évolution par symbiose, c'est-à-dire entraide mutuelle, développement mutuel, etc. Et c'est l'ensemble humain dans son ensemble qui parviendra à cette perfection. Pas un groupe humain, une partie de l'humanité, c'est bien l'humanité dans sa totalité qui doit arriver à cet état-là. Voilà. Et donc, cet ouvrage de René Jean Dupuy est une pure merveille pour réfléchir là-dessus, justement pour voir d'abord le développement du concept d'humanité, donc de cette vision globaliste de l'ensemble humain qui est assez récente dans l'esprit de l'humanité, et puis tout ce qui est en œuvre pour, euh, pour aller vers cette paix universelle, alors que la guerre est encore à nos portes et elle n'a pas cessé, hein, la guerre, même depuis que nous avons posé les fondements de universels, l'ONU, etc. Depuis qu'on a créé l'ONU, c'est pas ça qui a permis de dépasser les pulsions humaines de mort, les pulsions de mort, les pulsions qui nous conduisent à la guerre. Et on le voit aujourd'hui sur le continent européen, c'est toutes les vieux moteurs psychologiques sont à l'œuvre de constitution d'ennemis, etc., de manipulation de l'opinion publique, de part et d'autre, hein, sont complètement à la manœuvre pour nous, comme en 1913, comme en 1938, 37, etc. Voilà. Donc on est exactement dans ces mêmes cas de figure où ce sont les violents qui prennent le pouvoir. Voilà. Et bien souvent, ils ne se privent pas d'éliminer, comme Jaurès, ceux qui sont pour des solutions, pour le pacifisme, quoi, pour des solutions non violentes. Alors, là, j'en suis au chapitre La paix par l'adieu aux armes. Alors, on vient de voir le mythe de la dissuasion nucléaire. Donc, René Jean Dupuy traite de ce qu'il est en train de vivre quand il écrit cet ouvrage. C'était en 1991. L'URSS a perdu dans son combat avec le capitalisme. Le communisme a perdu dans son combat avec le capitalisme. Le capitalisme commence à s'imposer partout sur la planète et les États-Unis s'instituent comme gendarmes du monde. Et aujourd'hui, cet état de gendarme du monde est contesté par une grande partie de la population mondiale, de la planète, tout simplement parce qu'il a été un mauvais gendarme du monde. S'il s'était comporté de façon idéale,
de façon respectueuse, etc. Mais il a repris, en devenant tout-puissant, ce gendarme du monde, il a récupéré tous ses travers, la prédation, le goût pour la domination, pour la subordination, etc., etc. Et tout ça, c'est maintenant extrêmement clair. Voilà, on le voit. C'est évident pour tout le monde que certaines guerres se sont déclenchées par manipulation, enfin bref, voilà. Donc le monde est en train de contester cet état de toute-puissance et nous entrons dans un autre moment, et la guerre qui fait rage là, et celle que et les antagonismes entre Chinois et Américains participent aussi de ce désir de renverser le principe d'un dominant qui trace la route et qui fait le gendarme du monde de façon toute puissante, en fait. Voilà, alors, après le mythe de la dissuasion nucléaire, on attaque ce chapitre-là, le mythe antinucléaire. Alors je commence à lire, je découvre en même temps que je lis, et puis je commente s'il le faut. Alors, le mythe antinucléaire. Aussi bien l'hostilité au nucléaire est telle qu'elle condamne son armement, encore même que la dissuasion en interdit l'usage. Conscient de ce sentiment, le président Reagan a justifié l'initiative de défense stratégique en 1983 dans son discours de présentation de ce projet en annonçant qu'il permettrait de renoncer aux armes atomiques. Tendant à substituer à la stratégie offensive de la vulnérabilité mutuelle un système défensif d'invulnérabilité réciproque, IDS, se rattache à la mythologie de la paix par la science. Alors, tout ça, ça aurait été valable si le but fondamental, ce n'était pas la domination de l'un sur l'autre. Si, à la chute de l'URSS, l'Occident avait décidé de rentrer dans un partage du leadership, dans un équilibre des forces, dans quelque chose qui n'était pas une tentative de dominer l'autre. Et en fait, c'est comme ça qu'a vécu que l'URSS a vécu le fait que l'expansionnisme de l'OTAN, par exemple, vers ses frontières, c'est comme ça certainement que les Chinois l'ont vécu dans l'expansionnisme aussi autour de ses frontières. Parce qu'on voit bien sur la carte des endroits où sont posées les bases américaines ou les bases de l'OTAN, autour de ces deux puissances émergentes, qu'il n'y a pas un désir d'équilibre, mais un désir de domination. Et ça engage automatiquement l'autre dans un désir si on se pose comme un dominant, on crée en face des prétendants à la domination, à sortir du fait d'être dominé et au désir de dominer à son tour. C'est en fait le dominant qui fait le prétendant. Si le dominant peut aussi décider d'une égalité. Mais pour ça, il faut qu'il ait une vision non paranoïaque des relations humaines. Alors, donc, le rapprochement américano-soviétique devait s'entourer d'une rhétorique de réduction des armements atomiques à laquelle les accords de Washington de décembre 1987 apportèrent une première consécration. Et bien sûr, voilà, alors ça, ça aurait été valable en 87 si l'OTAN avait montré vraiment un désir
pacifique, en somme. Ça n'est pas ce qu'il a montré. Il a montré un désir de domination. Et ça, on peut pas, c'est mécanique, c'est humain, voilà, c'est simple. Si on devient tout puissant dans un système, la mécanique le désir de domination est extrêmement fréquent chez l'être humain. C'est quelque chose d'instinctif, plus ou moins. Et grâce à Dieu, les lois sont là pour neutraliser cet instinct-là. Mais la plupart du temps, si un homme peut, même un système, si un pays, si une nation peut contourner un système qui vise à l'égalité pour asseoir sa domination, il va le faire. Et c'est exactement ce qui se passe. Et c'est pourquoi ça oblige l'humanité à poser des nouvelles règles pour... ça va obliger l'humanité à poser des nouvelles règles pour éviter cette évolution-là. Alors, la destruction des Pershing 2 et des missiles de croisière contre celles des SS-20 soviétiques a séduit l'opinion mondiale par le déclenchement du mythe de symétrie, exprimé dans l'option 00. C'est à cette époque-là, dans les années 80, 90, qu'une chance de paix universelle pouvait être posée. C'était trop tôt. L'homme devait encore sortir de sa violence par la violence. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. En vain, des stratèges... Alors, en vain, des stratèges occidentaux firent-ils observer qu'en déployant en Europe, à la demande de l'OTAN, leurs missiles à moyenne portée, les Américains ne faisaient que répondre à l'installation des SS-20 soviétiques en Europe de l'Est, et que leur retrait sous la pression d'une mythologie réductrice affaiblissait la dissuasion. Voilà comment les États-Unis ont trouvé le moyen de ne pas retirer leurs missiles de moyenne portée. Donc, de faire quelque chose de dissymétrique. Voilà. Et la dissymétrie, ça pose un problème à l'évolution vers la paix, C'est obligatoire. Un système ne peut pas se retrouver face à un système dominant qui n'est pas égal. La symétrie n'est qu'apparente, puisque les soviétiques pourraient toujours distraire leurs forces intercontinentales, aujourd'hui plus précises que les vieux SS-20, et les diriger sur des cibles de l'Europe occidentale. Les changements intervenus dans les rapports américano-soviétiques ont rendu obsolètes ces préoccupations et ont confirmé l'orientation des négociations Est-Ouest vers le désarmement. Là, et c'est valable pour les Russes aussi. On est dans le même cas de figure. Si les Russes, au démantèlement, avaient pu prendre le pouvoir, ils l'auraient pris sur les Américains. Donc, c'est que des mécanismes qui sont comme ça. Mais pour la paix, il faut que le dominant puisse sortir de la paranoïa et puisse se dire, bon, je fais confiance, je vais vers la confiance et on avance vers la paix. Voilà, on trouve tous les moyens pour avancer vers la paix entre les deux. Mais voilà, ça nécessite un état d'esprit bien particulier. La satisfaction manifestée dans les deux camps soulignait la persistance d'une idée reçue. Un conflit mondial ne pouvait résulter que de l'opposition des deux messianismes qui avaient pris la planète pour enjeu, le communisme et le capitalisme. Dès lors que tout un pan idéologique s'écroulait, la Terre ne courait plus le risque d'être ensanglantée par des idées folles.
Et on voit à quel point ça n'a pas été le cas. Le nombre de guerres qui ont eu lieu depuis 1985, 90, quoi, disons, c'est hallucinant quand on y réfléchit. Et toutes étaient à l'initiative de l'Occident, si on y réfléchit aussi, sauf voilà celle qui arrive là. Dès lors que tout un pan idéologique se croulait, la Terre ne courait plus le risque d'être ensanglantée par des idées folles. Réaction élémentaire exprimant un vœu profond du monde du Nord qui voyait le Sud déchiré pendant 40 ans par des guerres localisées, promis désormais à une paix plus étale, dès lors que les super-grands ne les encourageaient plus. C'était oublier que la conjonction du sous-développement, des armements et du fanatisme prend le Nord pour cible. La déstabilisation mentale qui a succédé à la fin de la guerre froide a troublé les représentations stratégiques. La dissuasion Est-Ouest semblait désuète encore que la puissance militaire soviétique demeura intacte. Le projet IDS, selon certains experts, étant voué à l'abandon. Les inquiétudes accrues dès 1990 sur l'avenir de la perestroïka et la guerre du Golfe devaient susciter des visions plus complexes. Dans les rapports Nord-Sud, la non-utilisation de l'arme atomique par les Américains au Vietnam et par les Soviétiques en Afghanistan a conduit à penser qu'elle n'y trouverait jamais sa place. En réalité, le recours au nucléaire n'a été conçu par les grandes puissances qu'à titre de défense ultime des œuvres vives de la nation agressée. Dès lors, elles ont veillé à ne pas banaliser l'emploi d'un système dont la vertu majeure est d'assurer, par la dissuasion mutuelle, la stabilité, la stabilisation d'un rapport de force. Et alors, on voit que ce rapport de force est encore nécessaire. C'est pour ça qu'il est en train d'émerger un nouveau rapport de force après les 30 années de toute puissance américaine. Un nouveau rapport de force est en train de s'établir entre les pays émergents et l'Occident. Voilà. Et parce que c'est pratiquement la seule façon de gérer des pulsions que la conscience ne peut pas gérer. Et c'est très paradoxal que ce soit les dominants qui soient les plus compliqués à faire passer au niveau de la conscience. Parce que toutes ces guerres, elles sont motivées par l'instinct. Là, la guerre qui s'est déclenchée en Ukraine, elle a été provoquée des deux côtés par l'instinct, en fait. Ils ne le feront pas, on peut avancer encore, on peut aller au bord de leur pays, ils n'oseront pas le faire, les autres, et ils ont osé. Et les autres, ils vont finir par céder, si on met l'épreuve de force, si on masse nos soldats à la frontière, ils vont finir par entendre raison. Ils n'ont pas entendu raison. La guerre se déclenche. Donc c'est bien que de l'instinct, quoi. C'est même pas de la diplomatie. Là, elle est plus à l'œuvre, en fait. C'est que des épreuves de force. Et des deux côtés, parce que l'Occident a beau dire que, en fait, les Russes ne comprennent que l'épreuve de force, c'est exactement ce qui se passe aussi pour l'Occident. L'Occident l'OTAN ne comprend que l'épreuve de force, c'est clair. Et donc, cette épreuve de force, c'est juste l'incapacité mentale à trouver une autre issue, c'est-à-dire à résoudre les problèmes par la conscience, chose que le peuple est plus apte à faire. C'est pourquoi si on était dans une globalité démocratique, que les Russes demandent à leur peuple
Est-ce que, voilà, vous voulez la guerre ou vous voulez la paix? Est-ce qu'on peut résoudre les choses de quelle manière, etc. Et si l'Occident avait fait la même chose, est-ce que vous voulez que la guerre, la confrontation avec les Russes, les deux peuples, les deux populations auraient dit non, on ne veut pas, voilà, il faut débrouillez-vous, résolvez le problème par la diplomatie et par la conscience. Voilà. L'extension de la portée, donc, voilà, entre pays du tiers-monde, la dissuasion serait imparfaite. La possession d'une arme nucléaire par certains pourrait exposer ceux qui en seront dépourvus à des pressions irrésistibles. Et c'est clair que c'est ultra dangereux. C'est plutôt là que se place le gros danger, en somme. Il me semble, hein. Si deux antagonistes en sont dotés, l'agresseur pourra céder à l'attrait de la première frappe, dès lors que l'agressé, privé de sous-marins, lanceurs d'engins, ne pourrait lui infliger un châtiment imparable. L'humanité réalise la menace que fait peser sur elle la dégradation de la dissuasion dans la dilution de l'atome guerrier. Voilà. Eh bien, tout c'est clair finalement. C'est très très clair l'évolution de l'humanité. À mon sens, il n'y a aucune raison que la déflagration ait lieu. On est au bord, hein, on ressent cette chose-là. On ressent qu'il y a la possibilité d'un danger d'extinction quasiment. Eh bien, je pense que c'est... D'abord, ça enlèverait du crédit au fait que ça ferait perdre le sens de la présence de l'humanité dans le monde. On n'aurait plus de sens. Pourquoi? Si c'est si c'est pour finir comme ça, à quoi ça a servi de s'extraire des primates? Pour quelle raison une excroissance dans la vie, une excroissance de la vie est partie dans cette direction incroyable dans laquelle nous sommes partis, c'est-à-dire la capacité à comprendre notre monde, à réfléchir, à comprendre notre histoire, à comprendre pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, pourquoi, qu'est-ce que c'est que cet univers, qu'est-ce que c'est que cette matière, comment est faite la création. Toute cette, voilà, la réflexion sur y a-t-il du divin, y a-t-il un Dieu ou un grand architecte plutôt que rien, toute cette mécanique-là que nous avons créée sur cette planète qui est incroyable. Dans un monde, quand on y réfléchit, poser une planète qui dérive dans un univers hallucinant de grandeur, pour nous, par rapport à notre échelle, hein, à l'échelle de notre esprit. Et donc, voilà, ça enlèverait vraiment du crédit à cette création. Donc, à mon sens, il y a peu de chances pour qu'on aille à l'extinction. On ira à notre perfection. Voilà, selon moi, la réalité, c'est que nous allons vers notre ultime perfection et nous le réussirons. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va se passer lorsque l'ensemble humain aura atteint cette sagesse, l'extase, le fait de ne plus être un danger pour l'homme, que l'homme ne soit plus jamais un danger pour l'homme, que l'homme ait atteint cet état d'amour absolu, avec cette puissance que ça engendre, parce que voilà, l'extase, il y a quelque chose d'extrêmement puissant dans l'extase. Alors imaginons l'humanité entière disposant de cette force-là, qu'est-ce qui peut se passer avec ça? Pourquoi je vois l'extase comme finalité?
comme puissance. Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà, ça, seul l'avenir le dira. Voilà, bon, je vous remercie. Si vous pensez que ce travail mérite d'être vu, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner et vous pouvez euh, le, le répandre vers vos amis, vers vos connaissances. Voilà, ou en parler. À très bientôt. Merci.